Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Femmes Corpo, le podcast vidéo pour toutes celles qui naviguent dans le monde du business. On est 3 entrepreneuses et on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Vous savez, les femmes corporate, ces femmes qui naviguent à l'intérieur des systèmes, qui se font une place dans leur comex ou au dernier étage de leur tour et qui font bouger les choses, qui font avancer les lignes de l'intérieur, depuis l'intérieur des systèmes. Mais la question, c'est pourquoi on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Pendant 4 mois, avec Julia et Flora, on est au cœur de Paris, dans une résidence Covivio, pour réfléchir à l'avenir du travail. Et comment réfléchir à l'avenir du travail sans porter une attention particulière à la place des femmes dans cet environnement? Parmi les thématiques qu'on va aborder, il y a par exemple, quels sont les avantages d'une vie corpo? Ou encore, est-ce que c'est possible d'avancer dans un environnement si codifié? Au travail, l'habit fait-il le moine? Est-ce qu'on doit dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Est-ce qu'on peut être vraiment soi-même au travail? Ou comment on obtient ce que l'on veut? Ou encore, comment conjuguer vie de travail et vie de famille? On va donc recevoir plein de femmes corpo talentueuses, engagées, militantes qui vont répondre à toutes nos questions et surtout nous donner des conseils pour naviguer en entreprise. Comment dénoncer quand on est témoin en entreprise d'une injustice économique et qu'on n'a pas envie d'être visible dans la dénonciation, tu vois? On ne peut pas dénoncer, il ne faut pas dénoncer, il faut aller voir la DRH. Aujourd'hui, les DRH, c'est des gens très sérieux. Enfin, je veux dire, les entreprises, les grands groupes, c'est super sérieux. Il peut y en avoir, mais il faut aller dire les choses, il faut aller parler au manager, il faut aller parler à la DRH. C'est des sujets qui se règlent aujourd'hui, qui s'accompagnent. Après, il y a des médiateurs aussi dans les entreprises. Il y a des gens qui accompagnent. Et sinon, il y a des assistantes sociales aussi, pour d'autres sujets. Si vraiment il y a une trouille quelconque. Mais sincèrement, moi, chez NJ, il y a un sujet, tu passes un coup de fil à la DRH, je peux te dire que ça se règle assez rapidement, proprement, correctement. Parfois, on ne sait pas non plus, tu vois. Ouais. C'est important de savoir aussi ce qui se passe. Voilà. Les entreprises, c'est des boîtes, c'est énorme. Tu ne vois pas tout ce qui se passe. C'est difficile d'être parfait. C'est difficile d'être parfait. Mais c'est toutes les entreprises de France et même les PME, c'est difficile les PME. C'est là aussi que ça se joue, les injustices, les inégalités. Vous avez de l'argent aussi à investir là-dedans. Oui, alors c'est aussi embarquer l'écosystème aussi. Quand je dis ouvrir la voie, c'est embarquer l'écosystème. C'est dire, voilà, nous, on a, attention, écosystème PME, nous, on combat les violences domestiques. Allô? Parce que, évidemment, dans les PME, les directions des achats, nous, on achète beaucoup, on fait travailler, il y a potentiellement des gens violents. Bien sûr. Donc voilà, donc nous, on donne des signaux. Il y a des signaux forts et il y a des signaux faibles, mais on le donne. Et on l'affiche. Une mesure politique à faire passer pour plus de justice économique en entreprise? Justice économique, il y a eu une mesure qui a été prise, et j'en suis assez fière parce que avec Muriel Pénicaud, on a pu amener ça, c'est l'épargne salariale. Je ne sais pas si vous avez suivi. En fait, l'épargne salariale dans les grands groupes, il n'y en a pas partout. Ah ouais. Et dans les groupes, il y a de l'épargne salariale. Et tu peux mettre quand même pas mal d'argent quand tu as fait plusieurs années de côté. Et l'épargne salariale, elle se débloque que quasi pour des bonnes nouvelles. Tu as un bébé, tu achètes un appartement, tu te maries, tu as un deuxième enfant, super. Et aussi, si tu quittes l'entreprise. Et en fait, on s'était aperçu qu'il y avait quelques femmes qui quittaient l'entreprise avec leurs gosses sous le bras, qui étaient battus pour toucher l'épargne salariale, pour pouvoir se loger, trouver autre chose, avoir un peu d'argent de côté. Et donc là, on a réussi à faire en sorte, au niveau de l'AMF, aujourd'hui, si tu es victime de violences avérées, donc évidemment, il y a tu peux débloquer ton épargne salariale. Et je pense que c'est dans les violences économiques de ce type-là qu'il faut qu'on aille plus, en légiférant. Il y a plein de choses là-dessus qu'il faut, tu vois, typiquement, alors je ne sais pas si c'est encore lieu, mais quand tu divorces, mais ça, c'est pas dans l'entreprise, mais quand tu divorces et que l'homme qui donne une pension, lui, il est défiscalisé, donc il le déclare dans ses impôts, et elle le déclare comme un revenu. Bah oui. Je savais pas, c'est horrible. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça a été le cas longtemps. Je ne sais pas, là, il faudrait vérifier. Ok, donc le prochain thème, c'est vraiment les violences et... Les violences économiques, c'est un sujet, justement, pour combattre ces violences physiques aussi. C'est la théorie des pots de yaourt. Les femmes investissent dans les courses, les trucs, les machins, les mecs dans les maisons, les voitures, et donc quand ils se séparent, le mec bénéficie de tout ce patrimoine, là où la femme ne récupère pas tout ce qu'elle investit. Donc, ne quittez pas votre job. Et investissez dans la pierre, pas que dans les yaourts. Ensemble, même, c'est pas grave, mais faites-le, oui.
Alors c'est ça, moi, dont je voulais parler. Il y a beaucoup de femmes maintenant dans les comex, les codir et tout. Quand on regarde les sites internet des corpos, que j'ai regardé un peu, elles sont quand même souvent DRH, DIRCOM. Voilà. Au business, enfin vraiment au cœur du chiffre d'affaires, il y en a moins. Et toi, tu es vraiment dans le biz, quoi, dans le dur, quoi, le nerf de la guerre. Pourquoi tu as voulu faire carrière dans cet endroit de création de valeur en particulier? Est-ce que ça t'est tombé dessus ou est-ce que c'est toi qui avais une appétence pour ça? Parce que comme à la base, tu avais fait du droit, c'était pas forcément aussi... Ah bah, j'avais fait du droit, mais j'avais fait du droit parce qu'à un moment donné aussi, on m'avait mis une étiquette, j'étais littéraire, j'adorais lire, j'aimais pas les maths, je fais du droit. Voilà. Et franchement, ça arrivait à beaucoup de monde, voilà. Clairement. Donc voilà, et aussi parce que ça t'excluait pas de... Bon, c'est un peu des clichés aussi, mais le droit te garantissait peut-être aussi une certaine carrière par rapport à d'autres. Ouais. Si j'avais fait lettres, c'était plus compliqué, déjà c'était plus étroit comme parcours. Et donc j'ai fait droit, et quand j'étais dans l'étude notariale, ce qui m'a bien plu, parce que j'avais la chance d'être dans une grosse étude avec des sujets business justement. Et ce côté-là fait qu'après je suis partie faire un MBA en ingénierie patrimoniale où tu avais plus la dimension valorisation du patrimoine, tout ce qui était fiscalité, etc., que tu n'avais pas dans le notariat. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui m'a fait quitter le notariat, parce que je voulais aussi ce côté relation à la clientèle. Voilà. Et ça, c'est lié à, je pense, mon père, qui, dans son métier de banque, a un peu ça dans le sang, quoi. Moi, c'est une influence parentale. Mais aussi, j'imagine qu'il y a un lien avec l'argent. C'est que peut-être qu'en RH et en com, on est aussi on a moins de rapport à l'argent, là où quand on est directement dans le chiffre d'affaires, dans la commercialisation, on touche beaucoup plus à des métiers de négociation, de commerce, et aussi on rencontre beaucoup plus d'hommes. Et du coup, on deal avec beaucoup plus d'hommes. Oui, mais clairement, Et on parle d'argent avec dans des l'immobilier, hommes. tu n'as que 17% de femmes. Hein. Ouais. Une association qui s'appelle 17%. Alors, voilà. Mais c'est un métier de... Shark. Ouais, c'est un métier de, je sais pas comment ils disent, des big boys là, mais à la base, maintenant tu as de plus en plus de femmes, mais ouais, c'est vrai, plus dans les lignes que tu as décrit Flora, quoi. En commercialisation, on est quelques-unes. Après, je pense que c'est aussi une force en négociation, parce que forcément, ils ne doivent pas venir. Moi, je me rappelle de remarques qui étaient ma petite dame, des petites choses comme ça, ou ne pas prendre forcément au sérieux dans la négociation, et au final, c'était tout à mon avantage. Justement, dans un égo, il faut se mettre à la place de la personne en face. Est-ce que tu as le sentiment de négocier différemment avec des hommes et avec des femmes? Non, je pense que c'est lié à la personnalité, pour le coup. Après, dans ta personnalité, tu as des traits très liés au genre. Mais ouais, plutôt lié à la personnalité. Quel conseil tu donnerais à une jeune qui voudrait réclamer une promotion? Bah, de la réclamer. Enfin, de pas... Je pense que rien que se poser la question, c'est même... ça n'a pas sa place. Enfin, ça m'arrive tout le temps avec mes collaboratrices quand c'est le moment justement de la revue, un entretien de fin d'année, etc. Ou alors ça a changé. Hein. Il y a 5 ans, elles n'osaient pas en parler. Maintenant, elles arrivent, elles le disent quand même. Mais je leur fais... Je dis, bon, en fait, on recommence et tu reviens et tu le fais de manière beaucoup plus assertive. Ah ouais. Et tu défends. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu formes même des... Ouais. énorme. Oui, parce qu'en fait, c'est pas un sujet tabou, il faut y aller, quoi. Et toi, tu as déjà demandé une promotion? Oui. Mais c'est marrant, en fait, que ça t'étonne. Non, ça m'étonne pas, ça me conforte dans notre relation. Est-ce que tu penses que les femmes, elles ont un problème avec l'argent? Je pense pas, mais je sais qu'elles ont besoin d'être éduquées. On a tous besoin d'être éduqués. Je ne sais pas si les femmes savent moins bien gérer l'argent. Je ne saurais pas répondre à cette question, mais je sais que l'éducation financière, c'est une source de pouvoir pour les femmes. Bah, surtout l'indépendance financière, comment apprendre Et l'indépendance. pour pouvoir être libre. Donc il faut absolument rappeler l'année de 65 qu'on fêtera l'année prochaine de l'indépendance financière. Mais je prends juste un exemple, c'est que dans les quartiers prioritaires de la ville, donc dans les quartiers plutôt déshérités, la première chose que font les femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est d'apprendre à se servir d'un iPhone pour faire des virements. Et donc, on leur apprend, c'est de l'éducation financière, mais aussi de l'éducation numérique. En général, une fois qu'elles savent faire ça, elles demandent à passer le permis à 1 €. Donc, elles ont une autre forme d'indépendance. Et après, elles demandent 2 choses, le divorce, et si elles ont le foulard, elles demandent d'enlever leur foulard. Voilà. Donc je trouve que c'est des exemples qui se répètent partout, ce que j'ai constaté en allant en banlieue. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point, effectivement, quand on a une indépendance financière, on a une indépendance d'esprit. Et en tout cas, c'est possible dans les agences bancaires d'avoir cette indépendance. Et qui sait, peut-être, voilà, ça peut peut-être donner des ailes et des envies. Mais vraiment pousser les femmes aussi
à monter leur entreprise, c'est hyper important. Donc là, on peut citer aussi Tatiana Jama avec que le féminisme est ou plutôt l'entrepreneuriat est un nouveau féminisme. Et ça, je trouve que c'est bien. Et ça participe aussi de ce truc de l'imposteur, de se dire, je peux y aller, je peux le faire, d'autres femmes l'ont fait. Tatiana etc. Jama qui précise quand même régulièrement que 2% seulement de l'argent levé en France pour les startups est levé par les femmes. Oui. Donc on est quand même sur des ratios qui sont hallucinants Ah ouais, non, c'est d'inégalité. dingue, c'est dingue. Ah ouais. Mais moi, je le vois de l'intérieur, effectivement. Et c'est comme ça qu'on arrive peut-être à mieux financer aujourd'hui des femmes entrepreneurs. Mais voilà, c'est un mouvement qui est en cours, un peu comme le mouvement de MeToo, mais il faut lutter contre ça. Pareil dans le cinéma, mais les femmes lèvent beaucoup moins d'argent pour faire des gros films, hein, c'est connu, partout dans le monde, et notamment en France. Et plus on va donner de l'argent à des femmes productrices, plus on aura d'autres types de films, ou voilà, on aura aussi des mauvais films, hein, ça ne veut pas dire qu'ils seront meilleurs, mais au moins il y aura une diversité, elles auront elles aussi droit à des gros budgets. Moi, je me rappellerai toujours d'une interview que j'ai pu faire de Catherine Biglow, qui est quand même pour moi une très grande cinéaste, et qui devait se battre, mais comme une chienne, pour obtenir ses budgets. Même Catherine Biglow, franchement. C'est ouf. Oui. Mais justement, tu parlais des femmes et de l'argent et de la formation à l'argent. Dans ce podcast donc, qui s'appelle Femmes Corpo, moi j'ai envie qu'on parle vraiment d'argent, et d'argent assez concrètement dans le sens où comment négocier des salaires. Toi, tu as une carrière extrêmement longue, je pense que tu as fait pas mal de postes, eu pas mal de promotions. Comment tu t'en es sortie quand tu devais négocier ton salaire, négocier de l'argent? Est-ce que tu as été confrontée à des situations où tu as vraiment dû te battre? Comment ça s'est passé et quel est ton rapport à ça? Bah, tu vois, ça me permet comme ça de répondre à Flora, et je pense que je fais moi-même aussi, tu vois, ce truc des femmes où je nie, et à force de voir les choses, je pense qu'effectivement, j'étais un jour confrontée dans le bureau de la direction au fait que je gagnais moins qu'un homme avec qui je présentais une émission. Donc, on faisait exactement le même travail, hein, on était assis l'un à côté de l'autre, et je m'étais aperçue que je gagnais 25% de moins, voire 30%, donc c'est beaucoup. Voilà, donc j'ai demandé. Comment tu t'en es aperçue? Parce qu'on n'a pas accès aux fiches de paye des autres. En lui demandant. Et je me suis aperçue qu'effectivement, waouh, voilà. Et puis en plus, je me suis aperçue qu'il bossait moins que moi. C'est Mercedes Serra, la fondatrice de BETC, qui est une des plus grandes agences créa, enfin je le rappelle pour les gens qui nous écoutent, qui est une femme extrêmement successful, qui dit justement le truc le plus important pour les femmes en entreprise, c'est de surveiller l'argent. C'est très important de surveiller et effectivement de demander aux autres combien ils gagnent. Les homologues masculins, c'est hyper important. Et donc, mais tu t'es pas sentie trahie sur ce moment-là? Ah bah si, et après je me suis battue. Et comme tous les jeunes aussi, je pense que c'est moins une question de sexe qu'une question de jeunesse. On a du mal à parler d'argent, on a du mal à réclamer tel et tel salaire. Mais ça vient avec les années. Mais tu vois, même avec les années, quand Flora me demande « As-tu été victime de sexisme ?» Je lui dis « non, moi, tout va bien ». Maintenant, je me rappelle que quand même, j'ai été quand même sacrément victime de sexisme. Et comment tu as réparé cette situation quand elle t'est arrivée? J'ai été demandée, et comme tous les DRH, excusez-moi, mais on m'a dit, si tu ne demandes pas, on ne te donne pas. Donc voilà. Ça, en fait. Donc c'était même dans la bouche du DRH, Oui, parce que les hommes c'était logique, c'était normal que à salaire égal, travail égal, non, il y avait un garçon et une fille, et la fille était moins payée. Pour le DRH, c'était pas choquant. Je voudrais te parler d'égalité salariale, ou plutôt d'inégalité salariale, parce que les DRH, c'est aussi votre rôle. C'est notre faute. De fixer les salaires dans une entreprise. Il y a des chiffres de 2022 qui montrent qu'il y a encore 30% d'écart de salaire dans les conseils d'administration et entre 4 et 9% à poste égal. Donc c'est dans la société Plutôt 4, si je dis pas... L'étude montre entre 4 et 9, selon les secteurs d'activité, à poste égal. Comment toi, à l'échelle de tes différents mandats, que ce soit chez Dior avant ou chez Louis Vuitton aujourd'hui, tu as pu mettre une attention particulière là-dessus? Alors, le secteur de la mode, on peut peut-être aussi en parler après, secteur assez féminin, donc je pense que c'est un peu différent. Mais comment tu as pu mettre une attention là-dessus et comment, selon toi, on arrive à zéro inégalité? C'est vrai qu'on est dans des secteurs privilégiés, entre guillemets, pour les femmes, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure. D'abord, en France, on publie un index. Donc là, c'est quand même factuel. Donc chez Dior, c'est à peu près la même chose. Chez Vuitton, on n'est pas loin du 100 sur l'index de 1 à 100. Donc on est entre 95 et 99. Donc c'est pas mal. Proche du but. Proche du but. On espère y arriver un jour. Mais comment vous mesurez cet index? Il y a 5 critères. Il y a la moyenne des rémunérations, il y a le pourcentage d'augmentation des femmes qui reviennent de maternité. Enfin, il y a différents critères avec des nombres de points. Et il y a les 10 plus fortes rémunérations de la société et qui donnent un certain nombre de points. Et après, on arrive à
Ça aussi qui a été instauré vers 2018-2019 grâce à la loi. Donc en fait, c'est Absolument. quand même les grandes lois qui ont permis les grandes avancées. Alors non, mais ouais, ça c'est un des éléments. Après, il y a plein de pays où il n'y a pas de loi. Oui. Alors nous, on n'opère pas qu'en France. Donc moi, je m'assure, avec mon équipe en charge des rémunérations, que cette égalité, on fait des audits réguliers, le groupe et la société Vuitton, partout dans le monde, on fait des audits permanents tous les ans pour vérifier effectivement qu'il y a une équité salariale. Donc c'est très important que les DRH soient des femmes quelque part. Les hommes aussi se prennent en main le sujet. Oui, oui, sûrement, bien sûr, bien entendu. Ah ouais. Mais disons que quand on fait partie de la minorité discriminée par... Ouais, on se sent peut-être plus concerné par le sujet, Ouais, voilà. Ok. mais heureusement, les hommes se sentent concernés aussi. Ouais, enfin c'est récent, hein, parce que Oui, puis c'est pas partout. Moi, encore une fois, je vous parle de là où j'ai exercé. Hein. Et justement, la négociation salariale, j'imagine que c'est un gros dos quand on est DRH. Et est-ce que dans tes entretiens que tu fais a priori tous les jours comme ça, quand tu rencontres des hommes et des femmes, tu vois des différences dans les attentes, les exigences salariales ou non lors de tes rendez-vous avec eux? Oui, mais on revient d'ailleurs au sujet, si on reprend effectivement la question de la rémunération. S'il y a encore des écarts de salaire, c'est quand même aussi parce que dans l'entreprise, en général, les femmes sont moins dans les postes, dans les plus hauts postes. Et pourquoi elles sont moins dans les plus hauts postes? Alors, à part les entreprises qui seraient notoirement sexistes ou misogynes, c'est aussi parce qu'elles ne veulent pas, elles ne se battent pas pour avoir ces jobs-là. Donc là, il y a aussi tout un sujet d'accompagnement, de coaching des femmes pour les pousser à demander ces jobs. Et pourquoi elles ne le veulent pas, tu penses? Alors, elles ne le veulent pas. Il y a plusieurs facteurs. Elles ne le veulent pas parce que En déjà, moyenne, évidemment. en moyenne, effectivement, il n'y a pas de réponse absolue. Il y a une question d'équilibre vie perso, vie pro, parce que c'est encore comme ça, quand même. La charge mentale et l'organisation familiale reposent encore beaucoup sur les femmes. Donc, il y a ce premier sujet-là. Il y a au sujet aussi et encore une fois, j'aime pas rentrer dans les stéréotypes, mais quand même, il y a aussi le fait que les femmes ont un peu la trouille de se trouver à ce niveau-là, parce qu'elles croient, à juste titre ou pas, qu'à ce niveau-là, ça va être le fight, que ça va être dur, et qu'elles vont être exposées à des luttes difficiles, ou alors elles s'imaginent que ça va être très politique, et elles n'ont pas envie de rentrer dans cette bataille-là et dans ce jeu-là. La différence du coup des attentes Du coup, de la même façon qu'elles ne se battent pas pour les plus hauts postes dans les entreprises, elles sont beaucoup moins revendicatives sur les questions de salaire. rémunération, de salaire. Elles se battent beaucoup moins, elles osent moins. J'aimerais juste faire un tout petit volet, effectivement, finance et argent. Ouais. Je ne vais pas te demander combien tu gagnes, évidemment, mais plutôt dans les conseils à donner aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, lorsqu'ils vont négocier une promotion. Toi, tu as traversé encore une fois un certain nombre de promotions. Comment tu as géré les négociations de salaire, les demandes de... Alors, un petit truc aussi, il y a certaines écoles, quelles qu'elles soient, qui recommandent aux salariés, aux collaborateurs, en fait, quand ils sortent de l'école, de toujours, tous les 2 ans, c'est normal d'avoir une promotion, c'est normal, en fait, d'avoir une augmentation de salaire, tout est normal. En fait, rien n'est normal. Rien n'est acquis, rien n'est normal. En fait, j'ai eu la chance d'être dans un groupe d'abord qui me correspondait et qui correspond vraiment à mes valeurs et à mon ADN. Donc, c'est pas forcément évident. Et le trouver, c'est peut-être la clé, justement, de l'épanouissement, d'avoir vraiment une structure, quelle qu'elle soit, mais qui fonctionne par rapport à ce qu'on est soi. Comme ça évite de se travestir et d'essayer de faire des trucs qu'on sait pas faire. Et après, demander n'est pas forcément la bonne chose. En fait, moi, j'ai toujours promu des gens qui finalement n'étaient jamais ceux qui arrivaient dans le bureau en disant ça fait 2 ans, ça fait 1 an, je le mérite, je le vaux bien, ça se voit tout de suite. Ceux qui vont pas voir de psy alors que c'est ceux qui ont le plus besoin qui critiquent les psys, mais en fait ceux qui ont le plus besoin. Mais c'est exactement la bonne analogie. Mais effectivement, lorsqu'on se dépasse, lorsqu'on est passionné, régulièrement ça marche. Et en fait, lorsqu'on s'épanouit dans son job, on va chercher un petit peu plus loin et son manager n'a pas forcément besoin justement de voir que c'est fantastique, ça se voit assez naturellement. Et c'est vrai qu'une promotion naturelle est une promotion qui réussit beaucoup mieux qu'une promotion dans laquelle effectivement on va chercher, on va demander, on négocie.
Après, pour te répondre complètement, on est toujours meilleur pour négocier le salaire des autres que le sien. Ouais. Donc ça, j'ai toujours pas réussi. Donc c'est très dur. je plaisante, mais j'entends fou, par quand là. même. Non, mais ça, même c'est pour défendre les projets des pour autres défendre que, les- que les siens. On est tellement meilleur. Mais ça, je me bats même plus là-dessus parce que je me dis que c'est comme ça, c'est pas grave et qu'au contraire, justement, je serais peut-être plus sincère encore quand j'essaye de faire passer mes propres projets. Maintenant, sur les conseils à donner sur une promotion, il faut être conscient des choses et conscient des environnements. Parfois, lorsqu'une petite entreprise fait tout ce qu'elle peut pour bien payer ses salaires à la fin du mois et que la chef d'entreprise, en fait, ne dort pas parce qu'elle ne sait pas comment elle va payer l'URSSAF et qu'il y a un collaborateur qui, en général, n'est pas le meilleur, qui vient demander une promotion, là, il y a panique à bord. C'est-à-dire que la personne n'est pas vue forcément comme un élément positif, mais comme un élément perturbant, dans cette type de structure. Et je pense que l'empathie est hyper importante aussi. Et la compréhension des enjeux de l'univers dans lequel on évolue permet que la promotion se passe bien et que la négociation, si elle est normale, sera donnée. Voilà. Après, il peut y avoir des situations différentes dans un sens comme et dans de l'autre. l'autre, évidemment. Exactement. Ouais.